Donc nous sommes dans une grande réunion de famille, que ce soit des amis ou des nordistes. Beaucoup sont parents effectivement ici. J'aime beaucoup cette idée d'une grande table unique. Je trouve ça très chaleureux. Et ce cadre est évidemment admirable, tout simplement admirable. Et convient assez pour parler de ce couple Félix Dehaut et Marie Langlard. Qui va vous impressionner. Vous l'avez déjà entrevu dans l'invitation qui vous ont décrit quelques-unes de leurs caractéristiques. Cette notion de servir qui me semble fondamentale pour tout être humain. Je pense que c'est une vraie élite se détermine par la notion de servir, et je pense que c'est la donnée de base. Et le Nord, le très catholique Nord, issu de la contre-réforme, a eu cette longévité, cette pérennité et cette puissance par ce catholicisme qui a été omniprésent de génération en génération. À l'issue de mes livres, dont vous avez quelques exemplaires, la démarche est absolument pas commerciale, comme vous le savez. Mon souhait étant que ces livres soient dans les bonnes bibliothèques familiales et institutionnelles, dont vous pourrez les feuilleter. Ce que j'en retire de l'étude de nos familles, sur 8000 pages, est la prédominance de l'Église, et que nous devons tout à l'Église, à la vraie Église bien évidemment, pas celle qui a été frelatée ou quoi que ce soit. Voilà, donc Christian nous fait le grand plaisir, armé de son brillantissime parcours pour les monuments historiques, de nous dévoiler une partie d'un monument historique que sont cette famille Dehaut, et aussi la ville de Bouvines avec son château, son église et ses admirables vitraux dont il va vous parler. Vous avez des feuilles que je vous laisse feuilleter, qui vous donnent quelques photos de la famille Dehaut, voilà, c'est très sommaire bien évidemment. Vous pouvez les trouver sur Internet de façon beaucoup plus complète. Deux annonces avant de laisser la parole à Christian. Le Paris du Nord organise avec Pour vous les Princes un réveillon tout aussi élégant dans un sublime appartement de la place de la Concorde, privé depuis 1840. Merci Marc de nous accueillir pour cette réception très élégante. Élégante voulant dire absence totale de snobisme, qui est notre raison d'être ici. Smoking, mais surtout queue de pie et robe longue. Voilà, donc un très très beau buffet et un champagne. Vous recevrez bien évidemment une invitation, vous pouvez nous la demander. Elle ne sera pas envoyée en bloc, mais de personne à personne. Donc tenez-vous informés, on sera 80 environ, et ça sera une belle façon de passer l'année devant la Tour Eiffel et la place de la Concorde. Deuxième chose, le 30 janvier, nous avons un sujet qui nous intéresse tous particulièrement ici, avec Emmanuel de Varesquiel, futur académicien je suppose, brillantissime comme chacun sait, sur la fuite à Gand. Donc Louis XVIII a fui l'empereur, a fui vers le nord, s'est arrêté à Lille dans des hôtels que nous connaissons bien dans la famille, et s'est arrêté à Gand où il a dirigé la France pendant 3 mois, dans 2 autres hôtels que nous connaissons bien aussi. Donc tout ça vous sera exprimé et expliqué par Emmanuel avec le brio qu'on sait. Et maintenant je vais laisser la parole à Christian. Voilà, merci beaucoup. Je suis un peu ému de prendre la parole devant vous. Thierry m'a donc appelé il y a quelques mois pour me demander sur quel thème je pourrais faire une causerie. Il ne s'agit pas d'une conférence, d'une causerie. Et je lui ai proposé de parler de 3 sujets qui sont d'une part la bataille de Bouvines, parce qu'on ne peut pas parler de Bouvines sans parler de la bataille. Bouvines qui n'est pas une ville, qui est une petite commune, n'est-ce pas, de 700 habitants. Donc de la bataille de Bouvines, ensuite de Félix Dehaut,
et de sa famille, et puis de l'église de Bouvines et de ses vitrines. Donc 3 sujets en moins de 40 minutes. Hein. Ça, c'est impératif. Et j'ai dans l'assistance une personne qui est particulièrement vigilante et qui me fera une critique très circonstanciée de ma prise de parole en ma chère épouse Hélène. Voilà. Alors donc il faut que je tienne l'oreille. Je vais vous faire passer quelques documents que certains d'entre vous connaissent. Est-ce que je peux me permettre de demander quels sont parmi vous ceux qui sont de la descendance de Félix de Haut et de Marie Langlard? Je sais qu'il y a Réginald là. Il n'y en a pas énormément. Oui, il y en a quelques-uns. Voilà, il y en a quelques-uns. Ils sont de la descendance de Félix de Haut. Alors, je vais faire passer une photo qui a été prise en 1892 et qui représente la famille de Félix de Haut et de son épouse, et dans laquelle se trouve, c'est d'ailleurs le seul couple, en dehors du couple Félix de Haut et Marie Langlard, se trouve tante Félicie, qui était la grande sœur de ma grand-mère, qui était la marraine de ma mère, et que j'ai très bien connue. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle je peux me permettre de parler ici de Bouvines, c'est qu'en fait je pense que parmi les descendants, à part ma sœur, Marie-France, je suis le seul à avoir habité dans le château pendant 2 ans, entre 41 et 43, à avoir lu dans mon enfance à Félix de Haut, en latin, j'avais 6 ou 7 ans, il devait me reprendre par moment, je ne comprenais rien à ce que je disais. Il parlait couramment le latin, je crois. Pardon ? Il parlait couramment le latin, Félix de Haut. Félix de Haut parlait couramment, comme son père, le latin, le grec et l'allemand. Et donc, j'ai très bien connu tante Félicie, j'ai très bien connu aussi tante Louise, la chère tante Louise, alors tante Félicie Prouveau, qui, sur cette photo, apparaît à l'extrême gauche en bas, et son mari est sur la photo, Georges Prouveau, le père de Georges Prouveau, numéro 2, si je puis dire, dont je vais vous parler parce que, en fait, comme Thierry m'a demandé de parler de Félix de Haut, je me suis dit, Félix de Haut, lui, je ne l'ai jamais connu. Il est mort bien avant que je naisse. Donc, je ne l'ai pas connu. Il m'est difficile d'en parler, mais il se trouve que Georges Prouveau, le fils de tante Félicie, a écrit un long texte sur Félix de Haut, qui est un texte merveilleux, et qui le dépeint admirablement. Un extrait apparu dans l'Épidore, la revue de la famille Félix de Haut, mais c'était un petit extrait. Je vais vous en lire des passages beaucoup plus longs et qui sont très émouvants parce qu'ils tressent très bien l'image de cet homme assez exceptionnel qu'a été donc Félix de Haut et de sa descendance. Je vais vous faire passer également l'hommage de Bouvines à Félix de Haut à l'occasion du 50aire de sa première élection à la mairie de Bouvines. Il se trouve que Félix de Haut a été le plus jeune maire de France, le plus vieux maire de France et le plus ancien des maires de France. Il a été pendant 62 ans maire de Bouvines et réélu à chaque fois. Il a été pendant une trentaine d'années conseiller général. Il a tenté d'être député à plusieurs reprises, mais il se trouve qu'il était tout de même dans une région qui était très socialiste, et qu'il est resté d'ailleurs d'une certaine manière, qui était donc très socialiste, et à chaque fois il a été battu aux élections donc législatives. Par contre, il a été élu à plusieurs reprises comme conseiller général du canton de Sizouin, qui est à 2 km de Bouvines. Alors, je vais vous faire passer également une photo amusante que j'ai trouvée dans mes archives de Georges Prouveau, fils de tante Félicie, en 1899. Alors, déguisé, c'est très amusant. Vous allez voir ces 2 photos. Je vais vous faire passer une photo de la jeune Marie Langlard, femme de Félix de Haut, et puis une photo de Félix de Haut, tout jeune, donc au moment où il va être nommé donc maire de Bouvines. Alors,
deux mots sur la... je vais également vous faire passer un petit livre qui est fort bien fait et qui a été fait par Jean-Loup Pelon, qui est le mari de Marie-Renée. Marie-Renée qui était née pour et qui était la fille de Jeanne Philippe, qui avait épousé Pierre Bourg. Et ce petit livre qui a été écrit, c'est Bouvines, l'Église et la bataille, est vendu pour 21 € à la mairie de Bouvines. Je le fais passer également. Quelques mots sur la bataille. Je ne vais pas vous parler longuement de la bataille parce que sinon ça risquerait d'être très très long. Vous savez que la bataille de Bouvines, c'est une date qu'on connaissait de mon temps, c'est-à-dire au Paléolithique supérieur, c'est 1214. Alors cette bataille a toujours été considérée comme une bataille fondatrice. Mais aujourd'hui, il est de bon ton parmi les historiens de minimiser l'importance des batailles. Ce n'est pas du tout mon sentiment. Mon sentiment, c'est que la bataille de Bouvines a été vraiment l'une des grandes batailles fondatrices. C'est une bataille qui s'est déroulée donc le 27 juillet 1214. Pour avoir vécu 12 ans à Bouvines, je peux vous dire qu'en fin juillet, à Bouvines, il fait très chaud. Et quand on voit avec quelles armures étaient les cavaliers, on peut imaginer ce que devait être une bataille le 27 juillet à Bouvines. Vous savez que l'un des livres les plus importants qui était écrit sur la bataille de Bouvines est celui de Georges Duby, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Dimanche de Bouvines. Et pourquoi ce titre de Dimanche de Bouvines? Eh bien parce que c'était une exception, c'était absolument scandaleux. On ne devait pas se battre le dimanche. Au Moyen-Âge, c'était la trêve de Dieu. Le dimanche, c'était interdit de se battre. Et donc, la bataille a eu lieu un dimanche, ce qui était d'une certaine manière scandaleux. Disant qu'il avait des prises très intéressantes. Notre grand-père lui dit, il y en avait un qui plaisait à notre grand-père, qui en demande le prix. Voulant savoir si ce tapis plairait à sa femme, il alla le chercher. Celle-ci lui dit, oui, ce tapis n'est pas mal, mais voyons Félix, nous n'avons pas besoin de changer notre tapis. À notre âge, celui que nous avons tiendra bien encore pour ce qui nous reste à vivre. Le marchand, voyant les réticences de notre grand-mère, croit intelligent de proposer un gros rabais sur son prix. Ce qui mit en colère notre grand-père, qui l'invectiva en lui disant « Mais alors, vous vouliez nous rouler? Si vous pouviez vendre ce tapis à ce prix, pourquoi ne l'avez-vous pas fait plus cher ?» Et il le mit à la porte. Notre grand-père était un homme complet, car en plus de sa vie de recherche, de réflexion et d'études, c'était un homme d'action. Il fut maire de Bouvines sans interruption, ayant été à la fois le plus jeune et le plus vieux maire de France. Parce que si ça avait été, et ça les historiens n'en parlent jamais, mais si la bataille de Bouvines avait été une défaite, et il s'en est fallu de très peu. Je rappelle premièrement que selon certains des historiens, les forces de Philippe Auguste étaient 3 fois inférieures à celles des coalisés, et deuxièmement que les coalisés, qui n'étaient rien moins que l'Angleterre, l'Allemagne, la Flandre et une partie de ce qui est dans le Nord, étaient absolument décidés à démembrer notre France, enfin qui était à ce moment-là, pas la France que nous connaissons aujourd'hui, mais qui était tout de même déjà un pays qui était relativement important. Et chacun d'entre eux devait prendre une partie du territoire. Or, il se trouve que pendant la bataille, Philippe Auguste a été désarçonné. Philippe Auguste avait 50 ans. Ce n'était pas un jeune homme. Et à 50 ans, à cette époque, avec ce harnachement, en juillet, ça devait être extrêmement difficile. Désarçonner le roi, c'était le signe de la défaite. C'était évident. Et il a fallu, heureusement, que deux ou trois chevaliers se rapprochent et réussissent à remettre cet homme qui n'était plus très agile sur son cheval pour que de nouveau la bataille ne soit pas finie.
et que la bataille puisse continuer. Et à ce moment-là, ça a été un retournement. On a poursuivi Othon IV, et qui, lui, a été, disons, forcé par des chevaliers français qui se sont avancés dans les lignes ennemies, et qui, miracle, s'est retourné et s'est enfui. Et à partir de ce moment-là, ça a été la débandade dans les rangs des coalisés, bataille qui a duré 3 heures, et dont les conséquences ont été considérables. Dans tous les pays qui ont été membres de la coalition, la défaite, leur défaite, a été absolument décisive. Jean Santerre, qui n'était pas sur le terrain, parce que lui avait prévu, la coalition avait prévu qu'il y avait un autre terrain de bataille qui était dans le sud-ouest de la France. Et en fait, Jean Santerre avait été défait 3 semaines avant, du côté de Poitiers, et donc il n'était pas sur le champ de bataille. Celui qui était sur le champ de bataille, c'était Guillaume de Longuepée, comte de Salisbury. Quelle a été la conséquence pour l'Angleterre? Eh bien, tout simplement qu'en 1215, les barons anglais ont réussi à imposer à Jean Santerre la Grande Charte, l'origine du pouvoir de la vie parlementaire en Angleterre. Donc les Anglais considèrent que Bouvines est une victoire, parce que ça leur a permis de se lancer dans cette grande aventure, heureusement pour eux, d'une évolution vers le parlementarisme. En Allemagne, la conséquence a été considérable, puisque Othon IV a été déposé peu de temps après, et c'est celui que voulait Philippe Auguste, Frédéric de Holzhausen, qui a pris la place. Et d'autre part, pour la papauté, ça a été tout à fait essentiel, parce que Philippe Auguste était un défenseur. Il avait été excommunié à un moment, au moment où il s'était divorcé, mais il avait repris, il était de nouveau du côté du pape, et l'empereur, lui, était contre le pape et était décidé à le déposer. Il était décidé à faire en sorte que l'empereur du Saint-Empire romain germanique minimise le pape et le mette sous sa tutelle. Donc tout ça a eu des conséquences tout à fait extraordinaires. Et quand Félix de Haut arrive à Bouvines, il arrive sur des terrains qui appartiennent à sa famille, à la famille des Bonnier de Layens, qui sont propriétaires de grands terrains à Bouvines, et qui ont fait construire un petit château, un tout petit château, tout à fait comme Louis XIII à Versailles, qui avait fait construire un petit château de chasse. C'est exactement la même chose. Et pour couronner le tout, d'ailleurs, ce qui amusera mon épouse, il se trouve que les 2 architectes de ce premier château de Versailles, dont personne ne parle jamais, et c'est tout de même important parce que c'est la façade sur la ville, qui est restée depuis Louis XIII, eh bien cet architecte s'appelait tout simplement Leroy. Vous entendez parler de tas d'architectes à propos de Versailles, vous n'entendez jamais parler de Leroy, et pourtant c'est lui qui est à l'origine. Eh bien, l'architecte du premier château de Bouvines s'appelle Leroy. C'est également un Leroy. Je ne sais pas s'ils sont de la même famille, mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, le château de Bouvines est tout de même brique et pierre, comme la façade de la cour de marbre du château de Versailles. Il n'est absolument pas impossible que la famille Leroy soit la même, que cet architecte, vous savez, les familles beaucoup d'architectes dans certaines familles qui sont de père en fils architectes, et donc ça n'est pas possible. Alors, donc Félix de Haut arrive à Bouvines, et il est offusqué de voir que cette petite commune de Bouvines, qui est dans l'histoire de France, qui a joué un rôle décisif dans l'histoire de France, ne comporte pratiquement aucun souvenir de la bataille, et donc en tant que maire, il veut absolument que le petit village de Bouvines ait vraiment un souvenir, qui est un monument commémoratif. Je pense que Félix de Haut aurait pu prendre comme devise la devise qu'avaient les dynasties nasrides en Espagne, dynastie musulmane: il n'y a de victoire que de Dieu. Et parce que je pense que Félix de Haut était intimement convaincu que la victoire de Bouvines était une victoire qui était une victoire due à la providence,
et par conséquent, il a voulu qu'à Bouvines, il y ait un témoignage de cette grande victoire de Bouvines. Alors, je vais maintenant me permettre de vous lire un texte qui est précisément un texte qui a été écrit par Georges Prouvost II, c'est-à-dire le fils de Tante Félicie et de Georges Prouvost I, et qui est un long texte qu'il a écrit sur notre arrière-grand-père, Félix II. Revenons-en donc à nos grands-parents et surtout à notre grand-père, qui était un homme vraiment exceptionnel. C'était un vrai aristocrate, très racé, très distingué, un peu distant, mais d'une grande bonté et d'une sensibilité qu'il fallait découvrir. Autant il était impressionnant quand il était encore jeune, autant on le vit de jour en jour devenir plus sensible et plus tendre en prenant de l'âge. Il avait une intelligence brillante. Il était un orateur dont les phrases étaient toujours harmonieuses, les mots justes, le langage châtié, et ses discours étaient toujours pleins de flammes. Ce qui me fait penser beaucoup d'ailleurs à Félix Beaumuel, le père Jourdain, qui avait aussi je crois que Réginald sera d'accord avec moi, qui avait vraiment de grande qualité, une voix chaleureuse et qui était tout à fait comme probablement celle de notre arrière-grand-père. Il avait fait ses études chez les jésuites et fait son droit. Ses lettres étaient des petits chefs-d'œuvre. Il avait une foi profonde. C'était un homme de prière et d'études. Que d'heures n'a-t-il pas passé dans son cabinet de travail, lisant encore à 80 ans du latin et du grec. Notre grand-père était un idéaliste. Ça, je crois que c'était très, très juste. Il était un idéaliste, et la seule critique que je me permettrais de faire à son sujet était de croire que tous les gens sont bons. Il n'avait pas fait de service militaire, avait toujours vécu avec des gens de bonne société, et on ne soupçonnait pas qu'il puisse y avoir des gens mauvais. Je veux vous raconter deux petits faits dont je fus témoin. Un jour de Toussaint, il nous parvint de la bibliothèque où nous trouvions des bruits de disputes et des cris sur la route de Cisoing, la route de Bouvines à Cisoing. Notre grand-mère nous dit « ce sont certainement des ivrognes ». Notre grand-père lui répondit « Mais enfin, Marie, il n'y a pas d'ivrogne le jour des morts !» Une autre fois, j'assistais à l'arrivée d'un marchand de tapis qui venait faire des offres de service disant qu'il avait des prises très intéressantes. Notre grand-père lui dit « J'ai un tapis assez vieux, et si vous en avez un qui me plairait, je le remplacerai bien, mais je veux quelque chose de toute première qualité qui puisse durer très longtemps, car j'en ai assez de devoir les remplacer. » Le marchand déroule son tapis. Il y en avait un qui plaisait à notre grand-père, qui en demande le prix. Voulant savoir si ce tapis plairait à sa femme, il alla chercher. Celle-ci lui dit « Oui, ce tapis n'est pas mal, mais voyons Félix, nous n'avons pas besoin de changer notre tapis. À notre âge, celui que nous avons tiendra bien encore pour ce qui nous reste à vivre. » Le marchand, voyant les réticences de notre grand-mère, croit intelligent de proposer un gros rabais sur son prix. Ce qui mit en colère notre grand-père, qui l'invectiva en lui disant « Mais alors, vous vouliez nous rouler? Si vous pouviez vendre ce tapis à ce prix, pourquoi ne l'avez-vous pas fait plus cher ?» Et il le mit à la porte. Notre grand-père était un homme complet, car en plus de sa vie de recherche, de réflexion et d'études, c'était un homme d'action. Il fut maire de Bouvines sans interruption, ayant été à la fois le plus jeune et le plus vieux maire de France. Il fut de longues années conseiller général et se présenta plusieurs fois à la députation. Malheureusement, il se présentait dans une circonscription comprenant une partie industrielle et ouvrière, dont Croix, où nous habitions, et cette population lui refusait ses voix. Je me souviens que nous avons reçu des pavés dans nos fenêtres lors d'une de ces élections. Notre grand-père était un bâtisseur.
après avoir fait construire le château de Bouvines avec ses dépendances, il fit construire l'église avec ses... Il met 15 vitraux, il y en a 21 en fait, là il y a une petite erreur. Ces 21 vitraux représentant les péripéties de la bataille de Bouvines et son orgue. Petit bijou, un mutin cavaillé-colle remarquable, un très très beau, que beaucoup d'organismes parisiens connaissent, et même récemment, il y a 2 ans, l'organisme de Notre-Dame de Paris est venu jouer sur le petit orgue. Il s'occupa beaucoup de l'orphelinat de Croix, dont la supérieure était sa fille Claire, sœur de la tante Félicie, et de notre grand-mère Élisabeth. Donc, sa fille Claire, sœur de Charité. Il y fit de grands agrandissements, et quand les sœurs de Charité furent chassées de France, il construisit un orphelinat à Blandin, en Belgique, pour qu'elles s'y réfugient. Il fit aussi un orphelinat à Bouvines, la maison que nous appelons l'orphelinat, qui est en dessous du château et dont le terrain est pris d'ailleurs sur le château. Il donna le terrain de cet orphelinat. Il s'occupa également d'écoles d'agriculture, dont l'une à Genêt prit un développement considérable, vu qu'elle a actuellement plus de 1000 élèves. Il en installa également une dans la Manche, mais qui ferma à la mort de son directeur. Voilà. Je vais m'arrêter là, mais oui, non, je pourrais continuer parce que le texte est très bon, il est excellent, mais je ne veux pas outrepasser le temps qui m'est imparti. Donc, tout ceci, donc, pour vous dire que c'était vraiment une personnalité tout à fait extraordinaire. Je vais donner quelques éléments en plus. Le père Thomas de Haut, qui était son fils aîné. Il a eu 2 fils, Pierre et Jean. Jean qui était le cadet, et Pierre sur la photo que vous voyez tourner et qui revient ici. Vous avez Jean ici, tout à fait en bas à droite, et vous avez Pierre qui est en haut. Eh bien, Pierre était un homme, je ne sais plus qui tout à l'heure m'a dit, mais c'était un colosse. Non, mais c'était un colosse aux pieds fragiles. Il a toujours été extrêmement fragile sur le plan de sa santé, et il n'a absolument pas pu faire d'études. Et donc, c'est son père qui l'a complètement pris en main et qui lui a tout enseigné. Eh bien, il a eu mention très bien au baccalauréat. Et alors, les professeurs, qui n'étaient pas particulièrement des gens très à gauche, si je puis dire, ont été tout étonnés. Ils lui ont demandé dans quel lycée il avait été formé, et il a dit, mon lycée, ça a été mon père. Et comme Félix d'O n'était pas connu comme quelqu'un de particulièrement gauchiste, dogmatique, c'était un grand étonnement pour eux. Donc c'était vraiment un homme d'une très grande culture. Jean-Loup Pelon, dans un article qu'il a écrit sur Félix de Haut, le compare à Tolstoï. Il y a quelque chose de Tolstoï chez lui, chez Félix de Haut. Ce qu'il y a de Tolstoï, c'est d'abord que c'est un homme qui a toujours vécu de ses terres. C'était un grand chasseur. C'était un homme qui avait beaucoup de curiosité, et de curiosité littéraire. Il adorait Chateaubriand. Il aimait beaucoup la musique. Il a fait plusieurs voyages à Vienne. Et pour son époque, ce qui était assez rare, il était fanat, entre guillemets, de Wagner. Il aimait énormément, et à cette époque-là, c'était assez original dans, disons, la haute bourgeoisie française, d'être à ce point, très admirateur et très de la musique de Wagner. Personnellement, je pense qu'il y avait aussi un petit peu, je mettrais à côté de Tolstoï, je mettrais un petit peu de Don Quichotte. C'est-à-dire que je pense que Félix de Haut était un homme très idéaliste, et en particulier, il l'a montré lorsqu'il s'est lancé dans la grande aventure de l'église de Bouvines. Donc je vais vous parler pendant 10 minutes pour respecter l'horaire qui m'est donné. Alors c'est évident que pour une petite commune de 600 habitants, se lancer dans une entreprise comme celle de construire une église aussi vaste, aussi important et avec de tels vitraux, c'était évidemment une gageure. Je pense d'ailleurs
que probablement notre arrière-grand-père n'avait pas au départ mesuré que le prix des vitraux serait 5 fois plus élevé que le prix de la construction. Hein. On a le prix fait de la construction, mais il se trouve que chacun des vitraux a coûté 18 000 francs de l'époque, ce qui est des sommes absolument considérables. Et il avait imaginé que, compte tenu de la renommée de Bouvines, en faisant une souscription nationale, il recueillerait des sommes considérables. Eh bien, malheureusement, la souscription nationale n'a pas donné du tout les résultats qu'il escomptait, et il a été pour une très large part, au moins pour les 8 derniers vitraux, obligé de les payer lui-même sur sa caisse personnelle, si je puis dire. Donc, vous voyez, c'était... voilà. Alors, cette église de Bouvines, elle a donc une histoire. Il y avait anciennement une église, alors évidemment, dont on dit qu'elle était vétuste, etc. On a une seule photo de cette église. L'aspect extérieur ne paraît pas tellement vétuste, en tout cas, elle était très modeste, et évidemment, elle ne rappelait en rien l'histoire de la bataille de Bouvines. Alors, l'arrière-grand-père a fait appel à un architecte qui s'appelait Auguste Normand, et qui connaissait bien, pour une raison toute simple, c'est que quand il était arrivé à Bouvines, le petit château qui avait été construit par le roi et par les bonniers de Layens lui paraît beaucoup trop étroit, et il fait appel à Auguste Normand pour construire son vaste château que vous connaissez. Donc il connaît très très bien cet architecte, et il fait donc appel à cet architecte pour faire des plans pour l'église de Bouvines. Alors, cet architecte commence par faire un certain nombre de plans. Il en a fait 3 successivement. Il a fait 3 projets successifs qui ont tous été refusés, non pas à Bouvines, qui étaient approuvés à Bouvines, mais qui n'étaient pas approuvés dans les instances supérieures qui avaient à examiner les projets d'église. Jusqu'au moment où finalement on décide. Alors, grosso modo, ces 3 premiers projets, c'était des églises néo-gothiques avec une nef centrale et 2 nefs latérales. Finalement, Félix Zaud va demander à l'architecte normand de faire une vaste église qui soit un peu comme une Sainte-Chapelle, si vous voulez, c'est-à-dire dans laquelle les vitraux l'emportent sur tout. De très grandes baies avec des grands vitraux. Et finalement, le projet qui va être retenu est un projet qui est assez unique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est aujourd'hui, l'église est classée monument historique du point de vue architectural. C'est assez unique parce que d'extérieur, on a l'impression qu'on est dans une église gothique, et quand on rentre à l'intérieur, on est dans une église tridentine, c'est-à-dire une église post-église Concile de Trente, dans laquelle il n'y a pas de collatéraux. On est dans un vaste espace, avec la chaire qui est au centre de l'espace. C'est très exactement ce qui est recommandé par le Concile de Trente. Donc on a, si vous voulez, une curieuse église, unique en son genre, qui est une église dans laquelle l'aspect extérieur est vraiment néo-gothique et l'aspect intérieur est tout à fait tridentin. Et qui n'est pas du tout l'aspect d'ailleurs d'une Sainte-Chapelle, puisque dans une Sainte-Chapelle, d'abord il y a 2 choses qui manquent pour que ce soit une Sainte-Chapelle. Premièrement, il ne peut pas y avoir une Sainte-Chapelle sans qu'il y ait une relique de la Passion. On ne peut pas attribuer le nom de Sainte-Chapelle à une chapelle qui se trouve dans un château d'un duc, d'un comte, d'un roi, s'il n'y a pas une relique de la Passion. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il n'y a jamais de transept dans une Sainte-Chapelle. Ce sont toujours des églises droites sans transept. Or, à Bouvines, il y a évidemment 2 transepts, parce que pour qu'il y ait 21 vitraux, il fallait effectivement qu'il y ait 2 transepts pour loger dans chacun des transepts, 4 baies vitrées dans chacun des transepts, ce qui fait 8 sur les 21 qui se trouvent dans le transept. Alors, cette église, elle est évidemment, elle est très bien située, elle est située là où était l'ancienne église. Nous sommes à Bouvines-Nord,
la marque que devait franchir Philippe Auguste, la petite Pissotte, qui se trouve, mais à cette époque-là, il y avait une route romaine et il y avait un pont, il fallait bien que Philippe Auguste passe par là, se trouve à 29 NGF, c'est-à-dire le nivellement général de la France, c'est-à-dire 29 au-dessus du niveau de la mer, et il se trouve qu'à Bouvines, on monte à partir de cette truc jusqu'à la hauteur de 50 mètres. De 29 à 50 mètres, il y a un plateau. Il y a un plateau. Et l'église, le clocher de l'église fait 50 mètres. On se trouve donc à 100 mètres NGF quand on est en haut du clocher de l'église de Bouvines. Et je peux vous dire qu'à 10 km à la ronde, on voit le clocher de Bouvines. Parce qu'il fallait qu'il se voie. Il fallait que ce soit le clocher. Il y a une petite église à Saint-Gall, une petite église à Saint-Soir. On ne les voit de nulle part. Mais par contre, le clocher de l'église de Bouvines, on le voit partout. Alors, quand on rentre dans cette église, on a un coup au cœur. Parce qu'en principe, quand on rentre dans une église, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'histoire de la Vierge, on voit l'histoire du Christ, on voit l'histoire de la passion du Christ, etc. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 21 vitraux qui sont beaucoup plus grands que les plus grandes baies vitrées que vous avez derrière vous, et qui sont l'histoire d'une bataille. Dans l'axe, c'est-à-dire de l'abside, vous avez le triomphe de Philippe Auguste. À gauche, vous avez Ferrand-Ferré qui revient vers Paris. Tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que Philippe Auguste avait 50 ans. Pour vous donner un exemple, Ferrand de Portugal, contre lequel Philippe Auguste en avait beaucoup, puisque c'est lui qui était allé le chercher au Portugal pour se marier avec Jeanne de Flandre. Hein, il n'y avait plus d'hommes, et donc il était allé chercher. Il avait passé une partie de son enfance auprès de Philippe Auguste, qui avait été son tuteur. Eh bien, l'un des principaux coalisés contre Philippe Auguste avait 26 ans. Vous voyez, c'était donc un très gros écart. Alors, sur la grande baie vitrée de gauche, dans l'axe du cœur, vous avez... Voilà. Alors, il y a certes des anges. Hein, il y a des anges un peu partout, on surveille, etc. Il y a des blasons en dessous. Mais c'est tout de même, dans une église, l'histoire d'une bataille, ce qui est assez étonnant. Alors, pour respecter tout à fait l'horaire, je vais en terminer par une petite anecdote. Un jour, quelqu'un que j'aime beaucoup, Bruno Bonduel, m'a dit, tu sais, mon père a trouvé que ce n'était pas tout à fait correct, puisque quand tu étais directeur du patrimoine, en 1981, tu as classé les vitraux de Bouvines et inscrit l'église de Bouvines. Alors j'ai répondu à Bruno que son père ne connaissait évidemment pas les procédures des monuments historiques qui ont été traités par tel ou autre atelier. Eh bien, à Bouvines, il se trouve que c'est un seul maître verrier qui avait tous les vitraux, et ce maître verrier, Emmanuel Jean Pindel, y a laissé son entreprise. Juste en face du château de Bouvines, dans la maison qui est occupée actuellement par les Pelons, hein, par Marie-Renée et Jean Gillon, et qui a été occupée dans les dernières années de leur vie par nos grands-parents Philippe, bon papa, Henri et Elisabeth de Haut, un grand rayonnement intellectuel qui écrivait admirablement. Il a écrit plusieurs livres qui sont vraiment de haute tenue intellectuelle et je dirais même littéraire. Il écrivait très très bien, mais bon, il était soi-disant aveugle, mais avec ma grande sœur en particulier, ma grande sœur Colette, on s'amusait parce que le soir, il se mettait devant le château et nous expliquait tout le ciel. Étant directeur du patrimoine national, j'ai la chance de vous annoncer que je viens de classer les vitraux de l'église de Bouvines. Eh bien, c'est parce que, tout simplement, bien longtemps à l'avant, un inspecteur des monuments historiques s'était dit, il y a dans ces vitraux, dans cette église de Bouvines, une qualité de vitraux exceptionnelle et une homogénéité de vitraux exceptionnelle. Pour nous qui ne voyons pas toutes les choses, nous pensons par exemple, comme nous allons dans une cathédrale comme celle de la cathédrale de Chartres, que tous les vitraux sont pareils. Mais ce n'est pas vrai du tout. Il y a eu plusieurs ateliers qui ont travaillé, et même sur certains des vitraux, il y a deux ateliers, et les spécialistes voient très bien les différences qu'il y a entre les parties qui ont été traitées par tel atelier et les parties qui ont été traitées par tel autre atelier. Eh bien, à Bouvines,
Il se trouve que c'est un seul maître verrier qui a fait tous les vitraux, et ce maître verrier, Emmanuel Champignol, y a laissé son entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire en un peu plus d'une demi-heure. Oui. Pouvez-vous nous dire quelques mots aussi sur Marie-Dominique Philippe? Alors je peux vous dire aussi, oui, alors je peux commencer. Peut-être la sœur Cécile Prouveau, qui est la sœur de Tante Martine. Alors attendez, je vais vous donner, je vais essayer de retrouver mes notes sur deux ou trois choses que je peux compléter maintenant que je suis hors oui, voilà. Tout à fait. Donc je peux maintenant reprendre la parole pour 2 heures éventuellement. Voilà. Alors d'abord, en ce qui concerne la génération des enfants de Félix Dehaut et de Marie Langlade. Personnellement, j'en ai connu bien 5, puisque j'ai bien connu la tante Félicie. Alors, tante Félicie, pourquoi je l'ai connue? Tout simplement parce qu'elle venait à Lubin assez souvent. Elle avait perdu son mari bien avant que je sois né, mais elle venait assez souvent à Lubin, parce qu'elle venait voir, alors, d'une part, son frère et ses sœurs, son frère, le père Thomas, et 2 de ses sœurs, qui étaient ma grand-mère et la tante Louise, la petite sœur. Et puis d'autre part, elle venait y voir aussi sa fille Marie Masse, épouse de Maurice Masse, qui habitait à l'époque juste en face du château du Vigne, dans la maison qui est occupée actuellement par les Pelons, hein, par Marie-Renée et les Pelons, et qui a été occupée dans les dernières années de leur vie par nos grands-parents Philippe, bon papa, Henri et Elisabeth Dehaut-Philippe. Alors moi j'ai bien connu donc tante Félicie, l'oncle Pierre, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui était à l'évidence donc un homme dont j'ai dit qu'il était assez fragile sur le plan physique, mais c'était à l'évidence une très grosse intelligence, quelqu'un qui avait disons, un grand rayonnement intellectuel, qui écrivait admirablement. Il a écrit plusieurs livres qui sont vraiment de haute tenue intellectuelle et je dirais même littéraire. Il écrivait très très bien, mais bon, il était soi-disant aveugle, mais avec ma grande sœur en particulier, ma grande sœur Colette, on s'amusait parce que le soir, il se mettait devant le château et nous expliquait tout le ciel. Alors je ne sais pas s'il avait retenu de son enfance, mais enfin, visiblement, il devait avoir une vue nocturne très supérieure à sa vue diurne. Alors j'ai bien connu également tante Louise, qui était la petite sœur, hein, qui était la dernière, qui est morte en 48, si mes souvenirs sont exacts, et ça a été probablement pour Marie-France comme pour moi, ma sœur Marie-France comme pour moi, l'un des grands chagrins de notre enfance, parce que nous l'aimions énormément. C'était une femme qui était d'une beauté extraordinaire. Je peux vous raconter une petite histoire, c'est que moi, quand j'étais dans le château du Vigne, avec ma grande sœur, nous avions une personne qui nous donnait des leçons dans ce qui avait été la bibliothèque de l'arrière-grand-père de Félix Dehaut. Ou plutôt son bureau. Et il y avait à côté la bibliothèque. Alors la tante Louise était dans la bibliothèque, et nous étions donc dans le bureau de l'arrière-grand-père, et nous avions notre institutrice qui nous faisait nos leçons. Et alors quand nous n'étions pas sages, ce qui pouvait arriver, avec ma grande sœur, elle nous mettait au coin. Nous mettre au coin, c'était nous mettre devant la porte, entre le bureau et la bibliothèque, où se trouvait tante Louise. Et à ce moment-là, on toquait sur le bureau, et on voyait tante Louise qui nous passait des chocolats. Alors, je vous dire que je n'étais pas tellement incité à être sage. La tante Louise, elle était adorée dans le village. Jamais un mendiant ne venait au château sans qu'elle donne quelque chose. Elle était tout le temps en train de donner. C'était une femme vraiment d'une bonté exceptionnelle. J'ai connu aussi très bien Jean Dehaut, qui était le petit dernier, et qui a des enfants, donc la lignée Dehaut est continue. Félix Dehaut a eu lui-même des enfants, qui ont eu des enfants, et Félix Dehaut, donc de la génération en dessous, hein,
mais Jean de Haut est quelqu'un qui a probablement été en situation un peu de révolte. Par rapport, surtout après la guerre 14-18, il est revenu, il a vu énormément de choses très pénibles, et c'est vrai que ça a été une femme vie qui a été très très triste, la femme vie de Jean de Haut, que j'ai très bien connue, qui habitait à Paris dans un petit appartement, avec une femme absolument charmante, qui s'appelait Thérèse d'Avenne. Alors, dans la famille, il y a eu un petit peu deux camps par rapport à Jean de Haut. Certains qui considéraient que notre famille n'avait pas fait tout le nécessaire à son égard, et d'autres qui considéraient, comme ma mère par exemple, que mon grand-père, que mon arrière-grand-père, Félix de Haut, son père, avait toujours été avait fait ce qu'il avait pu. Et je crois, moi, personnellement, ce que ma mère m'a dit, et en particulier, ce que ma mère m'a dit, c'est que Jean de Haut avait un talent exceptionnel d'organiste. Ma mère a fait beaucoup d'or à Bouvines, et elle a entendu, quand elle était jeune, à de nombreuses reprises, Jean de Haut faire de la musique à l'orgue de Bouvines, et elle m'a toujours dit qu'elle avait considéré que c'était vraiment quelqu'un qui avait un talent exceptionnel, et que, bon, il n'a probablement pas pu réussir à faire ce qu'il souhaitait devenir, c'est-à-dire un artiste. Et que ça a été la grande croix de sa vie. Mais des croix, il y en a dans toutes les familles. Alors, puisque vous m'avez posé une question, je continue. Donc, ça, c'était la génération juste en dessous. Alors, ensuite, il y a eu donc la génération des dessous. Moi, j'en ai connu beaucoup de la génération en dessous. Et ceux que j'ai connus le mieux, c'est évidemment Maurice et Marie Masse, qui a habité donc à Bouvines et qu'on a connu jusque pratiquement quelques années après la guerre, c'est jusque 1946 environ, donc on a très très bien connu. Ils avaient une fille qui était une très grande amie de maman, qui s'appelait Guiguite, et que nous considérions un peu, Marguerite Masse, donc, que nous considérions un peu comme la super grande sœur. Nous avions notre grande sœur, mais il y avait une super grande sœur qui était Marguerite Masse. Nous avons très bien connu également certains des Bonduel, et en particulier Benoît et Pierre. Pierre qui est le grand-père pardon ? Mon père. Oui, le père de Réginald et de Bruno Bonduel. Et alors que nous connaissions bien parce qu'il venait, en fait, d'une part, nous sommes allés à Renescure une ou deux fois, mais surtout, il venait régulièrement à Bouvines. Il faut savoir que la famille de Haut et la famille Philippe n'étaient pas du tout le même genre de famille, du point de vue de la façon dont les gens ont été éduqués. Félix de Haut était un homme, comme j'ai essayé de vous montrer, qui était un homme d'une très vaste culture, qui était très riche, et qui donnait énormément, qui n'a jamais eu à travailler, qui voyageait beaucoup, qui faisait de la montagne. Il allait régulièrement en Suisse chaque année pour faire de la montagne. Quand on est à Bouvines, on peut avoir envie d'avoir un petit peu de mouvement, disons, voilà. Donc il allait régulièrement, il allait très souvent à Innsbruck, à Vienne, pour écouter de la bonne musique. Et donc, et alors, il était très famille. Il n'était absolument pas mondain. Pas du tout mondain, mais il était très famille. Il faut savoir, et maintenant on a gardé un souvenir ému, il faut savoir qu'au château de Bouvines, il y avait 2 réceptions par mois. L'une de 40 personnes environ, 40-45 personnes, et l'autre de 80 couverts. Et tout ça, c'était de la famille, uniquement de la famille. Mais donc le grand-père de Haut recevait, l'arrière-grand-père de Haut, recevait avec sa femme, qui était, elle, très différente de lui, hein, très discrète, pas voyageuse du tout, stay at home people, hein, très attachée à son château et pas du tout bon. Et je ne crois pas très maîtresse de maison, en fait. Hein, la grande maîtresse de maison de la famille, ça a été Tante Félicie. Elle était une très grande, et maman avait une grande admiration pour la façon dont elle
Elle était absolument exceptionnelle. Elle savait faire des tas de choses. Alors que, par exemple, notre grand-mère n'a jamais su faire cuire un œuf. Elle était absolument... bon. Mais la famille de Haut était une famille qui était donc très unie et qui était très grande famille. Et le château de Bouvines, c'était vraiment le grand château familial. C'était très représentatif de ce que sont les grandes familles du Nord, comme un peu pour les Bonduel-Ronescure, hein, et où il y avait donc des réunions de famille, mais très régulières. C'était donc 2 fois par mois des services réguliers le dimanche, avec bien entendu tout le monde qui allait à la messe, avec ensuite le déjeuner et avec ensuite les vêpres. On terminait le repas vers 16 h et on retournait à l'église. Et il ne s'agissait pas de manquer les vêpres. Hein. Il fallait y aller comme on allait à la messe. Voilà. Alors, par contre, la famille de mes grands-parents était très différente. Elle habitait donc à Cisoing. Mon grand-père était notaire. Il n'était pas d'une famille aussi riche que les de Haut, voilà. Il avait donc, comme il avait tout au principe, la vie était très, très austère. Et alors lui, ils ont eu 12 enfants, hein, puisque tu me demandes de parler de Père Philippe, ils ont eu 12 enfants, et sur ces 12 enfants, il y avait 6 filles, pratiquement toujours comme ça. Pardon? Non, mais je sais, mais je ne suis pas en train de juger. Je dis ça comme ça. Alors, donc chez les Philippe, il y avait 6 hommes et 6 femmes. 4 sont devenus religieux et 4 sont devenus religieux. Ah oui, c'est impressionnant. Alors, je voudrais dire aussi quelque chose alors, sur ma grand-mère. Quand vous prenez ma grand-mère et mon grand-père, Philippe, ma grand-mère a vécu 3 guerres. Et 3 guerres. En 14-18, ça a été une occupation extrêmement dure. Mon grand-père, Henri Philippe, a décidé qu'il voulait partir à la guerre, alors qu'il avait 10 enfants, dont l'aîné Joseph Philippe, le père de ma chère Marie, était né en 1901. Donc il avait 13 ans en 14. Et le grand-père a décidé de partir à la guerre comme ambulancier. C'est-à-dire ce qu'il y a de pire. Car quand vous êtes militaire, que vous avez une ligne de tranchée qui doit faire de l'ordre de 400 km, vous avez à certains moments des batailles, et les autres, ils attendent. Il n'y a pas, la guerre n'est pas permanente partout sur toute la ligne de front. Il y a des moments, l'ambulancier, il est systématiquement envoyé, non seulement sur les terrains de bataille, mais sur l'endroit le pire, c'est-à-dire au milieu du feu, car il s'agit d'essayer de secourir le maximum de blessés. Il en est revenu très très frappé. Et je voudrais dire aussi, parce que ça c'est une chose que vous comprenez, et que nos enfants et nos petits-enfants ne peuvent évidemment pas comprendre, que si je prends mon grand-père et ma grand-mère, ils ont eu 12 enfants. Pendant la guerre de 39-45, leur fils aîné, Joseph, a été fait prisonnier. Il est resté prisonnier jusqu'à 1945. Je le vois encore. Lorsqu'il est revenu en 1945, nous étions évidemment assez émus parce que notre père était mort le 19 juin 1940, mais il n'empêche qu'il était absolument squelettique. Squelettique. Un autre de ses fils, Dominicain, Évrard, dont personne ne parle, mais qui était un homme très remarquable, sur lequel j'ai lu des choses très émouvantes. Évrard est mort, il était pontonnier dans l'armée, c'est-à-dire, vous savez, les pontonniers, ce sont ceux qui sont chargés de faire sauter les ponts, etc. Il y a eu un accident, et il est mort des conséquences de cet accident. Il peut toujours y avoir des accidents de mines, etc., quand vous êtes un pontonnier. Donc il est mort de ceci. Donc, déjà, deux personnes, dont une prisonnier. Ensuite, son gendre, son seul gendre à l'époque, il en a eu ensuite un autre, mais son seul gendre à l'époque, qui était mon père, est mort le 19 juin 1940 en se battant à Toulon. Il était capitaine de réserve
Quand ma petite sœur est née le 15 mai 40, il est revenu pour sa dernière permission à Cizoy. Il avait pris la succession de mon grand-père comme notaire de Cizoy et il a décidé qu'il repartirait au front parce qu'il ne pouvait pas laisser sa compagnie. Il a dit à ma mère que ça lui était absolument impossible de laisser sa compagnie et il est mort le 19 juin 40, c'est-à-dire 2 jours avant l'armistice. Je signale qu'à l'époque, les Allemands ne sont pas passés là, alors qu'ils étaient déjà sur la Loire. On se battait à Saumur. Et on se battait dans l'Est, mais les Allemands ne passaient pas. Et les ordres étaient de tenir. Et ils ont tenu. Et le 100e régiment d'infanterie, qui était un régiment du Nord, ne s'est rendu que le jour de l'armistice. Il ne s'est pas rendu avant. Et enfin, le 18 juin 40, le dernier fils de ma grand-mère, François Philippe, qui avait 17 ans, se trouvait en Bretagne. Il a entendu l'appel de Gérald de Gaulle. Son sang n'a fait qu'un tour. Il a pris un bateau en Bretagne, il a traversé la Manche, il est parti à Londres. Normalement, on ne recevait des gens qu'à 18 ans, mais il y est tout de même parti. C'était un petit guerrier qui lui a permis de transformer un peu sa carte d'identité. Il est arrivé là-bas. Il a fait toutes les campagnes d'Afrique, de Tunisie, d'Italie et le débarquement à Cavalère en août 1944 et il est mort dans une mission de reconnaissance sur Toulon. Donc vous voyez, je vous donne un exemple d'une famille du Nord, hein, Henri et Elisabeth Philippe, qui au cours de la Deuxième Guerre mondiale ont un fils dont ils ne savent pas s'il va revenir ou non. Il est prisonnier, ils ont très peu de nouvelles. Bon. Ils perdent 2 fils et un gendre. Voilà. Merci, monsieur. Et Marie-Dominique va parler de nous. Alors Marie-Dominique. Alors moi, vous savez, Marie-Dominique, pour moi c'est Henri, l'oncle Henri. Moi j'ai l'oncle Jean et l'oncle Henri. Le père Thomas, c'est l'oncle Jean, et le père Marie-Dominique, c'est l'oncle Henri. De même qu'il y avait l'oncle Pierre. Je trouve que dans cette famille, on ne parle pas assez des femmes. Quand je compare l'enterrement du père Marido dans la cathédrale abbatiale, primatiale et cathédrale Saint-Jean de Lyon, avec peut-être 4000 personnes, 20 évêques, 200 prêtres, etc., et l'enterrement de mes tantes bénédictines ou dominicaines, je trouve qu'il y a une disproportion absolument gigantesque. Bon. Mais peu importe. Alors, je crois que l'oncle Henri, pour en parler brièvement, c'était un homme d'une intelligence assez exceptionnelle. Il a été en particulier professeur à Fribourg, à l'université de Fribourg. Il était avant tout philosophe. Il les tenait beaucoup. Il était avant tout philosophe. Il a été dominicain toute sa vie. La communauté de Saint-Jean, il ne l'a pas voulu. Elle lui a été, si je puis dire, imposée. Alors, on peut dire imposée par le Seigneur, si vous voulez, mais en tout cas, ce sont des personnes qui sont venues auprès de lui et qui lui ont demandé de prendre la tête. Mais lui a toujours refusé de rentrer dans la communauté. Il a toujours été dominicain, et il est resté dominicain jusqu'à la fin de sa vie. Alors, sur le plan humain, comme je l'ai assez bien connu, je dirais simplement ceci: comme il était très intelligent, il était assez caustique. Et il pouvait avoir, par moments, tout en respectant la charité chrétienne, bien entendu, comme Mauriac, des mots qui pouvaient, s'ils étaient rapportés, blesser certaines personnes. Et donc, malheureusement, on sait que les personnes qui sont blessées sont en général des personnes qui cherchent à se retourner. Voilà.
c'est comme ça. Mais moi, je garde une immense admiration pour lui, parce que c'était vraiment un homme d'une très très grande intelligence. Il n'avait pas cette qualité littéraire qu'avait le père Thomas de Haut. Ça, je crois, dans la génération après, on n'a pas retrouvé. Mais il avait une profondeur de pensée qui était, et de réflexion qui était, je crois, très, très élevée et très impressionnante. Quant au père Thomas, Philippe, je ne parle plus du père Thomas d'Haut, on est dans la génération en dessous, donc le père Thomas Philippe, lui c'était un homme d'une immense sensibilité. C'était un homme qui avait nous l'avons bien connu avec mon épouse, parce que nous allions pratiquement chaque année à Trollier-Breuil à la messe de Noël, et après, pour qu'il ait un déjeuner familial, nous l'entraînions dans un restaurant pour déjeuner avec lui le jour de Noël. Et donc nous l'avons bien connu, nous avions une grande admiration. Je pourrais vous raconter sur lui une anecdote. Il se trouve que j'ai demandé à l'oncle Jean de baptiser mon second fils, Damien. Et donc nous sommes allés avec ma famille, avec ma belle-sœur, mon beau-frère, à Trolly, et c'est l'oncle Jean qui a baptisé mon second fils. Il a dit la messe, et au cours de la messe, il a fait bien sûr le sermon, et il y avait autour de lui une cinquantaine d'enfants, parce que nous étions venus avec des membres de la famille, il y avait une cinquantaine d'enfants, et qui étaient absolument médusés. Médusés par sa parole, par la façon dont il savait parler à ceux qui étaient déshérités, paralysés ou aux enfants. Il avait un don exceptionnel de transmission et d'affection, je dirais, de paroles affectueuses. Et j'ai une nièce, ma belle-mère, en sortant, dit à ma nièce, alors, tu as entendu le père? Elle le regarde, mais Minon, c'était pas le père, c'était Dieu. Et je crois que c'est tout à fait l'oncle Jean. L'oncle Jean, c'était un homme et très différent de son frère, hein, pas du tout le même caractère, très intelligent aussi, mais surtout très sensible, une très grande sensibilité. Voilà ce que je peux dire sur lui. Alors, l'oncle Évrard, je ne l'ai pas connu, hein, l'oncle Évrard qui est mort à la guerre, comme Pontonnier. Quant à l'oncle Pierre, bien, vous savez bien que l'oncle Pierre, lui, en fait, il est rentré probablement parce qu'entraîné un peu par ses frères, etc. Et très rapidement, il a demandé à être relevé de ses vœux. Dès la guerre, il y a une lettre à Tante Gabrielle qui prouve que pour laquelle il avait comme moi, une grande affection, une grande admiration, il a donc à sa belle-sœur, il a envoyé une lettre en lui disant qu'il souhaitait être relevé de ses vœux, ce qui est resté. Moi, je n'ai su que très très tardivement. Il a demandé à 4 papes successifs d'être relevé de ses vœux. Il a été, pendant toute l'époque où il était dominicain, un homme qui a été un très bon prêcheur. Il a été pendant très longtemps l'aumônier des étudiants de l'école. Tant qu'il a été prêtre, il faisait très souvent des sermons à Bouville. Je l'ai souvent entendu, il parlait très très bien. Mais il souhaitait quitter. Et après, il a fait un mariage malheureux. Une fois qu'il a été relevé par Paul VI de ses vœux, et donc qu'il a quitté tout à fait normalement, il a pu se marier, malheureusement. Ce mariage n'a pas été un mariage heureux. Voilà. Mais heureusement, il a eu un fils, Jérôme, qui est un garçon tout à fait gentil et sympathique. Et donc, voilà, ça a été tout de même une grande joie pour lui. Dernier point, la sœur Cécile, peut-être? Alors, la tante Cécile, alors aussi, tante Cécile, nous l'avons aussi très bien connue. Vous savez, tante Cécile, c'était une image traditionnelle dans l'iconographie religieuse. L'image traditionnelle de l'iconographie religieuse, c'est la Vierge Marie avec son grand manteau et qui couvre les enfants. Eh bien, tante Cécile, c'était une femme qui adorait les enfants. Je parle de la sœur de Cécile Courreau. Non, moi je parlais de Cécile Philippe. Hein, voilà.
Non, je n'ai pas connu ça. J'ai connu les tantes Bonduel qui étaient dominicaines, hein, mais il y avait deux tantes. Il y avait deux tantes également Prouveau qui étaient dominicaines, deux filles de tantes. Voilà, il y avait deux, mais celles-là je ne les ai pas connues. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Christian.